Bonjour et bienvenue à ce MOOC de thermodynamique. Cette leçon est consacrée au premier principe. La thermodynamique repose sur deux principes fondamentaux qui sont le premier principe et le deuxième principe. C'est à l'aide de ces deux principes qu'on peut dégager des lois. Premièrement, dans cette leçon, nous allons formuler le premier principe de manière générale. Nous allons ensuite considérer deux extensions de ce premier principe, en translation d'abord, puis en rotation ensuite. Et c'est à l'aide de ce premier principe, dans un deuxième temps, qu'on va pouvoir établir un lien explicite entre la thermodynamique et la mécanique. Pour pouvoir établir ce lien, on va introduire les grandeurs fondamentales, qui sont l'énergie cinétique, en translation d'abord, en rotation ensuite, et l'énergie interne. Et c'est grâce à cette notion d'énergie interne qu'on sera en mesure de formuler le premier principe dans le référentiel où le système est au repos. Commençons par la formulation générale du premier principe de la thermodynamique. Ce premier principe stipule que pour tout système thermodynamique, il existe une fonction d'état scalaire et extensive qu'on appelle l'énergie et qu'on dénote par la lettre E. Elle satisfait les deux conditions suivantes. Premièrement, si le système est isolé, la dérivée temporelle de l'énergie est nulle, ce qui signifie que l'énergie est une constante. Deuxièmement, si le système est en interaction avec l'extérieur, la cause de la variation de l'énergie, la cause de la dérivée temporelle de l'énergie de E, c'est une puissance. Alors, il y a trois types de puissance qui provoquent la variation de E. Le premier type de puissance, c'est la puissance extérieure, P extérieure, qui provoque la modification de l'état de mouvement de translation ou de l'état de mouvement de rotation. Le deuxième type de puissance, c'est la puissance mécanique. Puissance mécanique qui provoque la déformation du système. Cette puissance mécanique, on la dénote par un PW. Et puis le troisième type de puissance, c'est la puissance thermique, qu'on dénote par un PQ, et qui décrit les échanges de chaleur entre le système et l'extérieur. On peut à présent étendre ce premier principe à la translation. Cette extension stipule que pour tout système thermodynamique, il existe une fonction d'état vectoriel extensive qu'on appelle la quantité de mouvement et qu'on va dénoter par la lettre P. Elle satisfait les deux conditions suivantes. Si le système est isolé, la dérivée temporelle de la quantité de mouvement est nulle. Cela signifie que la quantité de mouvement est une constante. En d'autres termes, le système est en mouvement rectiligne uniforme. Si le système est en interaction, deuxièmement, la cause qui provoque la variation de la quantité de mouvement du système, c'est la résultante des forces extérieures, F ext. Donc, la dérivée temporelle de la quantité de mouvement est égale à la résultante des forces extérieures. Ceci s'appelle le théorème du centre de masse en mécanique. La deuxième extension du premier principe a trait à la rotation. Elle stipule que pour tout système thermodynamique, il existe une fonction d'état vectorielle extensive qu'on appelle le moment cinétique et qu'on dénote par la lettre L. Elle satisfait les deux conditions suivantes. Premièrement, si le système est isolé, la dérivée temporelle du moment cinétique est nulle, ce qui signifie que le moment cinétique est une constante. Par conséquent, dans ce cas-là, le système est en mouvement circulaire uniforme. Deuxièmement, si le système est en interaction avec l'extérieur, la cause de la variation du moment cinétique, c'est la résultante des moments de force extérieure, M extérieur. Par conséquent, la dérivée temporelle du moment cinétique, L point,
est égale à la résultante des moments de force extérieure mxt. Ceci est bien connu en mécanique puisqu'il s'agit du théorème du moment cinétique. À l'aide de ces puissances qu'on vient de définir, on peut catégoriser les différents types de systèmes thermodynamiques. Si le système est rigide, c'est-à-dire indéformable, la puissance mécanique de déformation, Pw, sera nulle. Si le système est adiabatiquement fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et l'extérieur, dans ce cas-là, la puissance thermique, Pq, sera nulle. Si le système est isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interaction entre le système et l'extérieur, toutes les puissances sont nulles, ce qui signifie que la puissance P extérieure, la puissance mécanique de déformation Pw et la puissance thermique Pq sont nulles. Grâce à ce premier principe, on est maintenant en mesure d'établir un lien explicite entre la thermodynamique et la mécanique. Pour ceci, on va considérer un système qui est suffisamment général pour pouvoir permettre ce lien. Ce système est le suivant. Il s'agit d'un gaz homogène qui se trouve dans un cylindre qui est refermé par deux pistons qui sont libres de coulisser dans le cylindre. Ce cylindre peut être en mouvement de translation dans l'espace, et il peut également être en mouvement de rotation autour de son axe central de symétrie. Pour pouvoir décrire l'état de ce système, il va falloir spécifier les variables d'état extensives correspondantes. Pour décrire l'état de mouvement en translation du système, il faudra choisir comme variable d'état la quantité de mouvement P. Pour décrire l'état de mouvement de rotation de ce système autour de son axe de symétrie, il faudra choisir comme variable d'état extensive le moment cinétique L. Et en toute généralité, il faut encore ajouter des variables d'état extensive internes qui permettent de décrire la thermodynamique interne du gaz. Ces variables sont les variables x0, x1 jusqu'à xn. La quantité de mouvement du système, P, est égale au produit de la masse fois la vitesse, V. Ici, on peut appliquer le théorème du centre de masse, qui nous affirme que la résultante des forces extérieures, Fx, est égale à la dérivée temporelle de la quantité de mouvement, P point. Étant donné que le gaz est enfermé dans le cylindre, la masse est constante, ce qui signifie que P point est égal à mV point. Le moment cinétique L du système est défini comme le produit du moment d'inertie I par rapport à l'axe de symétrie, fois la vitesse angulaire oméga. On peut appliquer le théorème du moment cinétique, qui affirme que la résultante des moments de force extérieure, mxt, est égale à la dérivée temporelle du moment cinétique L point. Comme le moment d'inertie est constant, L point égale I oméga point. L'énergie de ce système est une fonction d'état. C'est donc une fonction des différentes variables d'état du système. E est fonction de P, de L et de l'ensemble des x, c'est-à-dire x0, x1 jusqu'à xn. On peut maintenant définir les grandeurs intensives conjuguées, respectivement à la quantité de mouvement P et au moment cinétique L. La grandeur conjuguée à la quantité de mouvement P, c'est la vitesse V, qui, dans une perspective thermodynamique, est définie comme la dérivée de l'énergie par rapport à la quantité de mouvement P. Par ailleurs, on sait que la vitesse est obtenue en prenant le rapport de la quantité de mouvement P sur la masse m. La vitesse angulaire est, elle, définie comme la grandeur intensive conjuguée au moment cinétique L. Dans une démarche thermodynamique, elle est définie comme la dérivée partielle de E par rapport à L. Par ailleurs, on sait qu'elle est égale au rapport du moment cinétique L divisé par le moment d'inertie I.
Compte tenu de ces deux relations pour la vitesse et la vitesse angulaire, on est maintenant en mesure d'exprimer explicitement cette énergie en fonction des variables P, L et de l'ensemble des X. Cette énergie est constituée de trois termes. Le premier terme correspond à l'énergie cinétique de translation. Il s'exprime comme une demi du produit scalaire de la vitesse pour la quantité de mouvement. Le deuxième terme correspond à l'énergie cinétique de rotation. Il s'exprime comme une demi du produit scalaire entre la vitesse angulaire et le moment cinétique. Et puis il reste un troisième terme. Ce troisième terme est indépendant de l'état de mouvement, il est indépendant des variables P et L, il dépend uniquement des variables internes x0, x1 jusqu'à xn. Ce terme d'énergie est donc l'énergie interne du système. Dans le cas particulier où P et L sont nuls, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état de mouvement, dans ce cas et dans ce cas seulement, l'énergie E du système se réduit à l'énergie interne U. L'énergie interne U s'interprète donc comme l'énergie du système dans le référentiel où le système est au repos. On cherche à déterminer la thermodynamique de ce système. Dans le mot thermodynamique, il y a le mot dynamique. Le mot dynamique signifie qu'on s'intéresse à une évolution temporelle. On veut donc des dérivées qui dépendent du temps. La première étape va consister à déterminer la dérivée temporelle de l'énergie. L'énergie est une fonction d'état qui dépend des variables d'état du système. La dérivée temporelle de l'énergie sera constituée de trois termes. Le premier terme est obtenu en prenant la dérivée partielle de l'énergie par rapport à la quantité de mouvement. Puis on prend le produit scalaire avec la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Le deuxième terme est obtenu en prenant la dérivée partielle de l'énergie par rapport au moment cinétique, puis on prend le produit scalaire avec la dérivée temporelle du moment cinétique. Et puis le troisième terme, c'est tout simplement la dérivée temporelle de l'énergie interne, qui dépend des variables internes x0, x1 jusqu'à xn. Maintenant, on cherche à réexprimer la dérivée temporelle de P et la dérivée temporelle de L en termes des causes qui leur donnent naissance, c'est-à-dire de la résultante des forces extérieures d'une part et de la résultante des moments de force extérieure d'autre part. On fait ceci à l'aide des théorèmes du centre de masse et du moment cinétique. Si on regarde maintenant cette dérivée par rapport au temps de l'énergie, eh bien, par la mécanique, on reconnaît les deux premiers termes. Les deux premiers termes correspondent à la puissance extérieure, qui permet de modifier l'état de mouvement de translation et de rotation du système. C'est la puissance telle qu'on l'a définie en mécanique du solide indéformable. P extérieur est constitué de deux termes. Le premier terme est le produit scalaire de F extérieur avec la vitesse, et le deuxième terme est le produit scalaire de M extérieur avec la vitesse angulaire. Par conséquent, on peut réexprimer la dérivée par rapport au temps de l'énergie comme la somme de la puissance extérieure Px et de la dérivée par rapport au temps de l'énergie interne U point. On peut maintenant comparer cette expression de la dérivée par rapport au temps de l'énergie avec l'expression de la dérivée par rapport au temps de l'énergie obtenue par le premier principe, qui stipule que cette dérivée de l'énergie par rapport au temps est égale à P extérieur plus PW plus PQ. En comparant ces deux équations, on obtient ce qu'on appelle le premier principe dans le référentiel où le système est au repos. C'est-à-dire qu'on a une expression explicite de la dérivée temporelle de l'énergie interne U point, qui est égale à la somme de deux contributions, la puissance mécanique de déformation PW et la puissance thermique PQ. On peut maintenant reformuler le premier principe de manière formelle dans le référentiel où le système est au repos.
Dans ce référentiel-là, le premier principe stipule qu'il existe une fonction d'état scalaire extensive appelée énergie interne qu'on dénote par la lettre U. Elle satisfait les deux conditions suivantes. Premièrement, si le système est isolé, la dérivée temporelle de l'énergie interne U point est nulle, ce qui signifie que l'énergie interne U est une constante. Deuxièmement, si le système est en interaction avec l'extérieur, la cause de la variation de l'énergie interne, U point, est justement due à deux puissances. La puissance mécanique de déformation, PW, et la puissance thermique, PQ.